Oui, donc juste pour un peu de contexte, ça fait à de très nombreuses reprises, on a discuté tous les deux de ce thème. Ça fait au moins un an, je pense, qu'on discute de ça à intervalles réguliers, genre tous les mois. Euh, Mhm. et oui, je pensais que ça pouvait être une bonne idée d'enregistrer ça pour qu'on puisse avoir une trace au moins. C'est vrai. Alors, moi, ce que je voulais. En fait, aussi pour du contexte, on a eu une petite conversation vite fait vendredi soir qui traitait plus de la philosophie de l'esprit, mais du coup, je voulais essayer de reformuler l'argument des théistes ou des illusionnistes, parce que potentiellement, ça peut m'amener à proposer un argument pertinent pour la question du réalisme. Donc, alors, si je, je dis que quelque chose de réel, c'est quelque chose qui existe indépendamment des sujets, indépendamment des observateurs, indépendamment de nous en tant que personnes qui essaient de décrire le monde. Ouais. Mhm. Ok. Donc en particulier, je peux dire quelque chose du genre si X est réel, alors la façon dont toi, par exemple, tu décris X et la façon dont moi je décris X va être la même ou va tendre à être la même. Une autre façon de le dire, ce serait que si toi, en décrivant X réel, tu lui octroies la propriété P, et si moi, en décrivant X réel, je lui octroie la propriété non P, alors il y en a un de nous deux qui a tort, qui se trompe. Ouais. Ok. Euh, donc, deuxième chose, si on parle d'un sujet, justement, si je parle de moi, le soi, ok. Si je postule que le soi est réel, ça veut dire que la façon dont je vais décrire dont je vais décrire me décrire par exemple ne devrait pas être différente de la façon dont toi tu me décrirais. Il ne devrait pas y avoir de différence, et s'il y a une différence, il y a un de nous deux qui se trompe. Ouais, tout à fait. Ok, donc c'est là qu'interviennent les qualia. Donc ça c'est une notion en philosophie de l'esprit qui fait référence aux expériences qualitatives à la première personne, l'effet que ça fait d'avoir faim, l'effet que ça fait d'avoir sommeil. Euh, donc c'est des expériences à la première personne. Ces expériences-là, c'est des expériences auxquelles je vais faire référence quand je vais me décrire moi. Et c'est des expériences auxquelles tu ne vas pas pouvoir accéder en faisant ma description. Hein. Sauf si tu me les médiatises. Mais Sauf oui, si oui. je les, Médiatise. Sauf si tu me les communiques. sauf si je les communique. Ok. Euh, donc c'est une des raisons, par exemple, que je vais utiliser pour dire que le sujet ou le soi, c'est pas une catégorie réelle. Et d'ailleurs, enfin, c'est pas très controversé ce que je dis, c'est-à-dire que c'est cette Oui, différence qui oui, est oui. faite entre l'objet et le sujet, et que le sujet a cette chose un peu spécifique qui est, il a des expériences à la première personne. Il fait l'expérience de la conscience, et il a cette chose qui est inaccessible des autres sujets, qui est donc, c'est la différence entre la première personne, la deuxième personne, la troisième personne. Ouais. Mhm. On est d'accord. Ok, donc j'ai une première partie d'un syllogisme que je vais mettre dans le textuel qui résume ce qu'on vient de dire. Donc c'est sa première prémisse. Si ce que je suis est objectif ou réel, euh, je ne vais pas faire la différence dans ce contexte-là. Alors ce que je suis de ton point de vue est la même chose que ce que je suis de mon point de vue. Euh, Deuxième prémisse, il me semble qu'il y a une différence significative dans ce que je suis de ton point de vue et ce que je suis de mon point de vue, c'est les qualia. Conclusion, je ne suis pas objectif, je ne suis pas réel. Ok. Ouais, ok, je suis. Ok. Donc une fois qu'on en est là, en fait, un théiste, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, bah regarde, euh, il va rajouter une prémisse, il va dire P4, euh, les atomes sont des objets objectifs, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans la catégorie de euh, ce que l'atome est de ton point de vue et ce qu'il est de mon point de vue, c'est la même chose en fait. Okay, et si c'est pas la même chose, il y a un ou deux qui se trompent. Donc les atomes sont réels. Et du coup, il va donner une conclusion qui dit le physicaliste, celui qui prétend que le soi, ce que je suis, est réductible aux atomes, c'est faux, puisque
le soi est fondamentalement non réel, alors que les atomes sont réels. Donc les atomes ne sont pas pertinents pour expliquer euh, le soi. Ouais. Ouais. Ok, je rajoute ce petit bout, du coup, de l'argument. Ok, donc tu as une P. Attends, non, c'est P. Oui, c'est ça, P3. P3 et une deuxième conclusion. Ok, et moi, en fait, je tourne, cet argument dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en P3, je vais affirmer le physicalisme, c'est-à-dire que moi, le soi est réductible aux atomes, ou à quelque chose de physique, de manière générale. Et donc, j'en conclus que les atomes ne sont pas réels, puisque les atomes sont pertinents pour décrire le soi, et que le soi n'est pas réel, donc les atomes ne sont pas réels. Ouais. Je te laisse continuer, je ferai les objections quand tu auras fini. Du coup, en fait, là, c'est un argument où en fait, c'est pour ça que je trouvais que je pense que ta position, soit elle doit retomber sur une position de théiste, soit sur une position d'illusionnisme ou d'élimitativiste. Puisque euh, je, moi, ma position à moi, c'est de dire les atomes ne sont pas réels et c'est pour ça que je peux les utiliser pour décrire le soi. Et toi, en fait, tu veux à la fois défendre le physicalisme, le fait que le soi est réductible aux atomes, et le fait que les atomes Mhm. soient réels. Du coup, en fait, pour moi, ça veut dire que tu es obligé de faire disparaître la partie de la description du soi qui est subjective, qui est à la première personne, en fait. Mais dans mon ontologie, il n'y a pas d'expérience à la première personne qui serait fondamentalement irréductible. Et en fait, pour moi, il n'existe aucune barrière théorique qui m'empêcherait d'avoir l'expérience à la première personne de teinturier. C'est juste en l'état actuel de nos connaissances et des dispositifs techniques, un problème d'interface. C'est pas un problème irréductible. Hmm. Donc, tu penses que tu peux avoir l'expérience. Ok, est-ce que c'est. Ouais. On en avait parlé précédemment. Est-ce que ça Peut-être pourrait pour se le faire. dire plus simplement, il n'existe aucune barrière théorique qui m'empêcherait d'avoir l'intégralité de tes qualia. D'accord, donc il n'y a rien de théoriquement lié au sujet qui fait qu'il y a une partie des choses qui doivent être décrites, que l'on doit décrire quand on décrit le sujet, qui ne sont accessibles qu'à la première personne. Ouais. Ok, donc les qualia ne sont pas des choses à la première personne. Alors, ce sont des choses à la première personne, mais pas de manière irréductible. Ok, donc, donc du coup tu serais Pas de manière éliminatif. absolue, peut-être. Si je définis dogmatiquement, si je définis la qualia comme étant cette chose qui n'est accessible qu'à la première personne, alors tu dirais qu'il n'y a pas de tel Euh, qualia. Une qualia définie comme alors, ça ouais, n'existe voilà. pas. Donc, j'ai réfléchi dans l'anticipation de notre conversation. Je serais plutôt partisan d'un éliminativisme modéré, c'est-à-dire sans éliminer totalement les qualia et la dimension subjective de nos expériences, au moins dire que c'est pas irréductible et ça qui les caractérise de manière fondamentale. Alors qu'est-ce qui les caractériserait de Mais manière après, oui, fondamentale? si comme toi, je définis les qualia comme cette impression à la première personne absolue, alors oui, je suis éliminativiste. Je considère que de tels objets n'existent pas. Ouais, ouais. Oui, oui, c'est là que je voulais en dire. Mais évidemment, tu n'es pas obligé de le définir Oui, comme ça. Donc, voilà. c'est une expérience de pensée qu'on avait utilisée dans le passé dans notre conversation. On parlait de faire cette espèce de pont. Je fais référence au premier Avatar de James Cameron, dans lequel les aliens qui vivent sur cette planète sont capables de se connecter, entre guillemets, aux différents animaux en interfaçant leur système nerveux quelque part, en fait. Ils ont une Ouais. espèce de. Ok. Et du coup, donc ça pourrait être une solution. C'est-à-dire que si dans le futur on est capable. Ah, merci Orpheus. Si dans le futur on est capable de se connecter de la façon qui est illustrée par Orpheus là dans le chat, à ce moment-là, mes qualia deviennent tes qualia. Dans un sens très. très Exact. Ouais. Ouais, ouais. ok. Et donc, c'est dans ce Et, sens-là qu'il n'y a pas de. Ou en tout cas, ça serait un exemple pour dire qu'il n'y a pas de limite théorique. Parce qu'il n'y a pas de limite théorique à et ce ouais. que Ouais, ouais. ce qu'on voit là sur l'illustration soit possible. Alors, ouais, bon. Peut-être pas dans les formes que ça prend dans l'illustration, mais on s'est compris, ouais. Bah, ils sont pas en train d'avoir une Oui, activité. non, mais je suis en train de voir, ça me fait rire, là. Bon, oui, admettons, ouais, admettons.
Cette chose Et sera c'est quoi qui te poserait réinterprétée. problème, toi, Oui, Euh, mais alors moi, vas-y, je t'en prie. ce qui me poserait problème, c'est que c'est, en admettant qu'il n'y a pas de limite théorique, en tout cas, il y a une limite de notre connaissance actuelle. Et du coup, en fait, dans notre connaissance actuelle, je peux pas défendre, je peux pas défendre que les objets auxquels je fais référence, quand j'essaie de décrire le substrat de ma conscience, ou le substrat de mon esprit, donc les atomes, les neurones, tous ces objets-là, euh, je peux pas prétendre que ces objets sont objectifs, tu vois, sont réels, puisque sinon je deviens incapable de décrire, parce que il y a dans un certain cas de figure, un atome peut donner lieu à une expérience subjective, une expérience à la première personne. Donc quand ils jouent ce rôle-là, bah, ils ne sont plus réels. Je vois vraiment pas le saut que tu fais entre les deux propositions, Bah, ce qui les justifie. j'avais réfléchi à un potentiel problème avec l'argument, ce serait que j'utilise une loi de composition, c'est-à-dire que euh, quelque part, en fait, mon argument utilise une prémisse cachée que je pourrais stipuler, qui serait que un composé de choses réelles ne peut pas donner quelque chose d'anti-réel. Un composé de choses Mhm. objectives, tu vois, qui ne souffre pas d'une question de point de vue, ne peut pas donner lieu à quelque chose qui souffre d'une question de point de vue. Et Ouais, je te suis totalement. comme ma subjectivité ou le soi, encore une fois, ce que je suis, le soi, comme il souffre d'un problème de subjectivité, puisque la perspective que j'ai sur moi et la perspective que tu as sur moi sont des choses qui sont fondamentalement différentes. Alors pas fondamentalement, ça c'est la question, parce que tu disais qu'il n'y a pas de limite théorique, etc. Okay. Mais en tout cas, dans le cas dans le cadre de nos connaissances actuelles, il y a cette chose différente entre mon point de vue sur moi, et ton point de vue sur moi. Okay. Et donc, Mhm. alors que pourtant, on prétend que mes neurones, mon cerveau, les atomes qui constituent mon cerveau, eux, il n'y a pas de différence entre le point de vue que j'ai sur eux et le point de vue que toi, tu as sur eux. C'est un objet, enfin, un réaliste défendra que c'est un objet réel. Voilà, donc, Ouais, ouais, ouais. ok. Ok, on n'est pas obligé de rester Le- sur cet argument, on peut passer sur un autre argument qu'on a beaucoup traité tous les deux, qui est le no miracle, l'argument de Ah Putnam. oui, ouais, ouais. Euh, donc l'argument de Putnam, c'est de dire, euh, il- en gros, les, nos théories scientifiques sont très performantes et très efficaces. En particulier, elles ont un pouvoir prédictif qui est assez hallucinant. On peut faire référence à la prédiction qui est faite à partir de la théorie de la relativité de Einstein, qui disait que en observant les astres derrière le Soleil, dans le système solaire, les astres verraient leur position changer puisque la masse du Soleil viendrait dévier la trajectoire des rayons lumineux qui nous viennent de ces astres. C'est une observation que personne n'avait fait auparavant, que personne n'avait même eu l'idée de faire auparavant, et quelque chose qui est déduit du modèle proposé par Einstein, qui est par ailleurs observé et corroboré par les observations, ce qui le rend... ok. Donc, Putnam, il dit, la seule théorie, en fait, d'ailleurs dans son argument, en fait, il dit il y a deux grosses théories qui essaient d'expliquer comment fonctionne la science. Il y en a une qu'il appelle l'idéalisme et l'autre qu'il appelle le réalisme, en fait. Et en gros, il dit l'idéalisme ne peut pas expliquer ce pouvoir prédictif, alors que le réalisme peut le faire, donc il faut favoriser le réalisme. C'est un raisonnement abductif en fait. Qu'est-ce qui explique le mieux le fait que nos théories scientifiques soient capables d'avoir un tel pouvoir prédictif? C'est parce qu'elles décrivent le réel et qu'elles font référence à des objets qui sont dans le réel. Ouais. Ouais. Et j'en profite pour dire qu'une théorie qui n'aurait aucun contact avec le réel, par définition, n'aurait pas de pouvoir prédictif qui serait supérieur à celui de l'aléatoire. Par exemple, l'astrologie n'a aucun contact avec le réel et la capacité des bulletins astrologiques à prédire ta journée, elle n'est pas supérieure à l'aléatoire. Alors, Tandis qu'une... Ouais, j'aurais vas-y. un contre-exemple sur ça, c'est potentiellement Ah, quand tu rêves. Quand tu rêves, euh, t'as pas zéro pouvoir prédictif. Tu peux faire des prédictions dans tes rêves.
Et pourtant, on peut Euh, penser que quand tu rêves, t'as pas de contact avec le réel, non? je sais pas si considérer le rêve comme un système prédictif, ce serait pas un peu abusif là dans le. Non, mais c'est-à-dire que Dans- ça m'arrive de faire des rêves totalement épiques dans lesquels je suis pris dans une aventure incroyable avec des rebondissements, etc. Et par exemple, dans les rêves, un truc que je fais assez souvent, c'est que je communique avec d'autres personnes, généralement des êtres humains, enfin des protagonistes de Ouais. l'histoire, et je suis capable d'imaginer leur. Ah, C'est le côté bah, paranoïaque oui, en moi. je comprends ce que tu veux dire, mais en fait, Ok. c'est assez facile de te répondre. C'est pas que, d'une certaine manière, tes rêves ont contact avec la réalité, puisque ta production onirique, elle est basée sur tes expériences passées. Donc en fait, elle a quand même une petite prise avec le réel, et tes rêves sont le produit des patterns auxquels tu as déjà été confronté. Et donc, du coup, il y a des chances que ces patterns se reproduisent à nouveau et que tes rêves prédisent un petit peu le. Donc, pour le coup, Ouais, l'exemple des bah, rêves n'est pas ça- forcément le potentiel- plus pertinent. potentiellement, ça serait problématique parce que il suffirait alors de se baser sur le contact avec la réalité qu'un être humain avait dans le néolithique pour que il construise derrière toutes ces théories idéalisées de physique, etc. C'est-à-dire que tu te bases sur ça fait partie des choses qui sont dans le débat qui moi ne sont pas forcément enfin, c'est pas cet antiréalisme là que je défends, mais de Mhm. faire la distinction entre les objets qui sont observables et ceux qui ne sont pas observables. C'est-à-dire qu'à partir d'objets observables, je vais pouvoir euh, inférer l'existence d'atomes, d'électrons, de baryons, leptons, bosons, Mhm. alors que les derniers éléments que je viens de lister ne sont pas observables. Euh, mais du coup, c'est la même chose dans le rêve. C'est-à-dire qu'à partir de mon expérience de différentes personnes avec qui j'ai pu interagir dans ma vie, quand je rêve, je construis tout un tas de théories sur ce qu'ils pensent, leurs motifs, et tout ça n'est pas connecté au réel. Bah, c'est connecté au réel en ce que c'est le produit de tes expériences passées, des interactions que tu as eues avec les gens quand tu étais en état d'éveil, qui elles sont bien réelles. Enfin, donc le rêve n'est pas totalement déconnecté de la réalité non plus. Mais Ok, après, mais bon, peut-être qu'on on s'est garé à vouloir trop élaborer sur les capacités prédictives des rêves, ou je suis pas sûr que. oui, et attention, parce que je vois dans le chat que la capacité prédictive d'un rêve, quand je parle de ça, je dis pas le rêve c'est pas un rêve prémonitoire, c'est pas à ça que je fais référence. C'est vraiment, je peux prédire à l'intérieur du rêve euh, le comportement qu'un protagoniste du rêve va avoir. Okay, c'est pas, dans le rêve, j'ai un objet que je distingue de moi dans le rêve et je peux prédire des choses et c'est ce que je dis, c'est peut-être le côté paranoïaque Hmm. de ton cerveau qui cherche systématiquement à comprendre la volonté des différents agents avec lesquels tu interagis. Ok, bref. Bon, ouais, je me permets peut-être de clore la parenthèse sur les rêves. Et il y a une question que je voudrais te poser de manière frontale. Peut-être que tu as déjà fourni la réponse, mais j'ai plus le détail en tête. Comment est-ce que toi tu réponds à l'argument Au du no miracle. miracle de Ouais. Putnam? Alors Voilà, au no justement, bah, miracle. donc ça fait partie des trucs que j'ai préparés. Donc il y a plusieurs réponses. La première réponse, je suppose, c'est de rappeler que la personne qui a énoncé cet argument, Hilary Putnam, Mhm. lui-même, en fait, donc cet argument, il le fait dans son bouquin en 75, et en fait, dès les années 80, il revoit lui-même sa position et il se désolidarise du réalisme tel qu'il le défend dans ses publications précédentes en 75 pour défendre une autre forme de réalisme que lui il appelle le réalisme interne et que les autres commentateurs appellent du pragmatiste en fait. C'est pour ça que Putnam est généralement mis dans la même catégorie qu'un gars comme Rorty, qui est très important aussi, un penseur pragmatique d'Amérique du Nord. Et, euh, et donc les deux sont considérés comme des pragmatiques. Et les pragmatiques ne sont pas des réalistes. Et donc la réponse qu'il donne lui-même à son argument, c'est un peu complexe. J'encourage les gens à aller se renseigner. Euh, C'est-à-dire que quelque part, c'est très proche de ma position à moi. C'est-à-dire qu'en fait, il comprend bien que les catégories du langage ou les concepts et les objets qui sont utilisés dans une théorie scientifique, dont le but est d'expliquer et de prédire le monde et les observations du monde, Mhm. ces objets-là, il dit, sont vraiment très arbitraires
Et en fait, il arrive à montrer qu'ils sont arbitraires parce qu'en fait, il montre qu'il y a plusieurs théories alternatives qui ont le même pouvoir prédictif et la même adéquation avec nos observations. Et donc, en fait, il finit par dire, en fait, quand on parle de vérité ou quand on parle de référence, quand on dit que les objets stipulés dans une théorie scientifique se réfèrent à des objets qui existent dans le monde, en fait, ce qu'on fait, c'est juste établir un lien avec notre expérience phénoménologique et non pas avec le monde lui-même. Ah. Donc en fait, c'est intéressant, c'est en gros ce vers quoi pointent les théories scientifiques, finalement, c'est nous-mêmes. Ce qui n'est pas étonnant, et c'est quelque chose que tu vois en particulier chez Kant, mais surtout chez Hegel. Hegel, Mmh. dans toute sa philosophie, il explique bien que, en fait, la démarche scientifique, mais même toute production de connaissances, euh, n'est en fait que l'esprit, Geist, qui ne fait que se Ouais, découvrir ouais. lui-même dans un processus dialectique. Et l'étape finale du Geist, c'est quand il a acquis la connaissance totale de lui-même. Après, juste pour fermer la parenthèse, l'esprit chez Hegel, il n'est pas circonspect à l'humain. L'esprit, Oui, pour Hegel, il occupe la totalité de la réalité, donc oui. c'est pas une position, et mais c'est Si, intéressant du coup, enfin, alors justement, si, de quoi c'est de tu oui? l'idéalisme, hein, Hegel c'est quand même un idéaliste, et Bien donc sûr, bien sûr. on peut bien retomber on peut faire référence à Berkeley, Berkeley qui dit que toutes les choses en existence, quel que soit X, si X existe, alors X est un objet mental. Okay, c'est l'idéalisme dogmatique le plus simple en fait. Mmh Et mh. donc en fait, quand Hegel dit le Geist prend toute la réalité, pour Hegel, la réalité c'est le raisonnable. La réalité c'est la totalité des objets mentaux en fait. Ok, donc Mmh. on peut considérer que la totalité des objets mentaux ne se limite pas aux objets mentaux qui sont contenus dans mon esprit à moi. Ça serait plus une position solipsiste. Mais la totalité des objets mentaux qui sont possédés par tous Ouais, 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 les ouais, esprits. ouais, ouais. Ouais, ok. Et Enfin, moi, je pense qu'on peut faire une défense de cette position hegelienne en disant, mais en reprenant ce qu'ils appellent la révolution copernicienne de Kant. Euh, Cette idée que tous les objets qui sont présents à notre esprit, à notre expérience empirique et qui sont présents dans nos théories scientifiques, sont bien des objets qui ont été créés par notre cognition. Des objets qui sont mmh. appréhensibles par nos organes Ouais, sensoriels et notre cognition. alors ce genre de propos, ça pourrait laisser penser que les objets qu'on pointe, en gros que notre cognition serait causa sui, c'est-à-dire qu'elle produirait presque à partir de rien, des concepts. Mais en fait, pour moi, c'est très facile de te répondre en disant que les concepts qu'on produit avec notre cognition, les formalismes scientifiques, en fait, ils sont le produit de l'homme qui interagit avec le réel. Ils sont pas une production, cause d'elle-même de notre cerveau et de notre entendement. Oui. Et autre point, c'est amusant parce que du coup, ta position, elle t'oblige un peu à dire que toutes les démarches d'investigation du monde, en fait, sont réductibles presque à de la psychologie. La physique, ça n'est pas l'étude des corps matériels, c'est l'étude des états mentaux de l'être humain, finalement. Ah, oui. Mais C'est drôle comme, c'est quand même de manière importante la conclusion à laquelle arrivent les phénoménologistes, les structuralistes et les postmodernes. C'est je évident. sais bien. Quand on dit que la science est une construction sociale et que tous les objets postulés dans nos théories scientifiques sont des constructions sociales, ça veut bien dire que c'est un objet social et donc un objet psychologique. Un objet que l'on étudie par la psychologie et non pas par la physique. Ok. Donc, euh, moi, j'aurais tendance à prendre une position kantienne. C'est-à-dire que euh, l'une des choses qui découle de la critique de la raison pure de Kant, c'est de dire que il nous enjoint à d'abord comprendre comment notre cognition fonctionne avant de prétendre parler du monde extérieur. Et donc, Mmh. si tu es d'accord pour dire que tout objet dans nos théories scientifiques est le résultat d'une relation entre notre cognition ou nos cognitions et la réalité et le monde extérieur, euh, alors, euh,
dans une certaine mesure, l'avancée scientifique va révéler des choses sur notre cognition Ah, mais bien et sûr. sur le monde. Ouais, ok. Donc il y a bien une certaine Ouais. dimension d'analyse dans laquelle euh, même la physique, et Bien d'ailleurs, en sûr fait, qu'elle dit quelque chose, oui, oui, sur notre cognition, mais le problème, c'est pas de dire ça, c'est de la réduire à ça, en fait. oui, 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 mais en fait, j'ai pas, Ouais. là, après, ça va être une question de sémantique. C'est-à-dire que pour moi, le réaliste, en fait, il va réduire à zéro l'impact de la cognition. C'est ça le Mmh. réaliste, il veut dire, mais l'objet qui est stipulé, c'est un objet qui est dans la réalité, indépendamment de l'observation, de la cognition de l'observateur, des biais de l'observateur, etc. Et donc, pour moi, c'est vraiment c'est extrême cette position. Et d'ailleurs, moi, je pense que c'est pas une Oui, oui, position oui. que tu défendrais toi. Non, tout à fait. Ouais, voilà. Donc une fois, si on est d'accord qu'il y a les deux, alors et l'autre chose que je voulais dire, c'est qu'on est même, il y a une position plus drastique dans un idéalisme drastique, solipsiste, où effectivement, en fait, tu ne fais vraiment que découvrir quelque chose sur toi. C'est-à-dire que le monde extérieur n'est que chaos ou est carrément Mmh. inexistant. Et en fait, nos avancées scientifiques sont vraiment pure création. Et donc, je reprends l'exemple de cette idée que l'effondrement de la fonction d'onde se fait par l'acte d'observation d'un observateur. Euh, Mmh. donc c'est bien l'observateur, par son observation, qui génère l'ordre dans le monde. Et le monde en dehors de l'observateur n'a pas d'ordre. Pour revenir sur ce que tu disais vis-à-vis de euh, l'idée que la science ne nous fait que nous fait que Révèle que découvrir des choses nous-mêmes. sur nous-mêmes. Euh, et je disais, même dans une discipline scientifique qui se prétend au maximum se soustraire à tout biais d'observation, on se rend compte par exemple qu'en physique, donc en physique quantique, il y a bien différentes interprétations. C'est-à-dire qu'une même théorie, enfin, les mêmes équations qui donnent lieu au même pouvoir prédictif euh, et qui décrivent et qui font intervenir les mêmes objets vont être interprétées de manière complètement différente par différents scientifiques. Ouais, il y a des débats interprétatifs en physique quantique, mais les différentes interprétations, déjà, ne rendent pas compte de la même manière de certains phénomènes et de ce que je sache, il y a même toutes ne prédisent pas la même chose. Il y en a qui prédisent des choses en plus, d'autres qui prédisent des choses en moins, donc c'est pas il y a pas une équivocité parfaite sur les capacités prédictives des différentes interprétations en mécanique quantique. Ok, mais les domaines sur lesquels ils ne font pas les mêmes prédictions n'ont pas donné lieu à des protocoles expérimentaux jusqu'à maintenant qui permettent de discriminer entre les différentes interprétations. Si, mais c'est resté suffisamment périphérique pour être probant. Ouais. Ok, autre argument pour l'antiréalisme. Alors attends, parce qu'on était sur nos miracles. Oui, alors une Ouais. autre réponse de nos miracles, c'est ce qu'ils appellent base rate fallacy. Alors c'est un peu compliqué, il faut que je prenne un peu de temps pour expliquer. Donc, Je t'en prie. si je te dis, tu vas à l'hôpital, ok, tu fais un test, on peut prendre l'exemple de Covid, j'espère que ça ne fera pas ressurgir d'éléments traumatiques pour les auditeurs, mais imagine tu vas faire un test Covid et que ton test est positif. Ensuite, on te donne l'information que euh, les, le, le test est, comment on appelle ça déjà, il est à 90% fiable. C'est-à-dire que dans Ouais. 10% de cas, c'est un faux positif. C'est-à-dire que ça te donne que tu as eu que t'as, le résultat est positif alors que tu n'as pas Covid. Okay. Et donc Mmh. la question que je te pose, c'est quelle est la probabilité, vu que ton test est revenu positif, quelle est la probabilité que tu sois porteur de la maladie. Et donc, Alors la réponse, hein, oui. Ah, faut pas que je réponde, non. bah, Moi, je dirais 9 chances sur 10 en l'occurrence, mais j'imagine que c'est pas si simple si tu poses la question. voilà, donc c'est une erreur classique qui est faite, euh, qui est de dire, bah voilà, si le test est un faux positif que dans 10% des cas, alors il y a 9 chances sur 10 que j'ai la maladie. Et en fait, non, puisque ce qu'il faut prendre en compte, c'est ce qu'ils appellent base rate, c'est-à-dire la prépondérance ou la prévalence de la maladie dans la population générale. C'est-à-dire que toi, Monos, en tant Hmm. que pris de manière aléatoire, si tu étais pris de manière aléatoire dans la population, la probabilité que tu aies la maladie serait de temps, et cette probabilité doit venir pondérer le calcul. Et donc, en fait, si par exemple la prépondérance de la maladie c'est 10%, bah, en fait, tu tombes plutôt sur une chance de genre de moins sur ces 7% ou un truc comme ça. C'est-à-dire que
bien que ton test soit positif, en fait, il y a 7% de chances que tu sois porteur de la maladie, parce que la probabilité tu fasses partie des gens qui ne sont pas porteurs est tellement grande. Okay. Donc, en fait, le calcul dans le théorème de Bayes et dans le calcul bayésien, il faut bien prendre en compte, tu as trois grandes probabilités qui sont prises en compte. Tu as la probabilité que ton test soit positif, sachant que tu es porteur, la probabilité que tu sois porteur, et la probabilité que ton test soit positif. Et ces trois probabilités-là sont nécessaires pour pouvoir calculer ta probabilité a posteriori. Et donc, j'utilise ça pour... C'est une critique qui est faite de l'argument du no miracle. Parce que, en fait, l'argument du no miracle, c'est un raisonnement abductif qui dit la meilleure explication du fait que nos théories soient si efficaces et un tel pouvoir prédictif, c'est que nos théories décrivent le réel. Auquel je répondrais, mais quel est le base rate, quelle est la probabilité en général Ah dans ouais, la mais population des théories scientifiques qu'elles soient vraies. C'est-à-dire que une autre façon de reformuler l'argument, c'est it's the best of a bad lot. C'est-à-dire que ça peut être la meilleure des pires. C'est-à-dire que les dernières théories scientifiques, celles qui font consensus, sont peut-être juste la meilleure de tout un tas de théories qui sont en fait très 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 loin d'être vraies ou de décrire le réel. ouais, alors c'est marrant parce qu'on a dû lire le même article, si je ne m'abuse, de Stanford Encyclopédie. Et j'ai souvenir qu'il disait que c'était contesté de poser le pouvoir prédictif de la science en termes bayésiens et probabilistes. Mais je l'ai lu en coup de vent et je me souviens plus exactement du contre-argument de. Alors, Après, quand bien même on peut dire que les théories qu'on a conservées qui ont un pouvoir prédictif, c'est les moins bonnes, il n'empêche qu'elles ont les un pouvoir meilleurs, les prédictif meilleurs. et que, ouais, les meilleures, et que en dehors d'un cadre réaliste, c'est toujours très compliqué de rendre compte de ce pouvoir prédictif. Une autre réponse qui est donnée, c'est de dire que si ce raisonnement fallacieux qui est mis en exergue là, dans cette réponse au no miracle, en fait, il vient mettre du plomb dans l'aile à un argument classique des antiréalistes qui est la méta-induction pessimiste. C'est-à-dire qu'effectivement, Ouais. la méta-induction pessimiste, c'est de dire bah, nos théories scientifiques sont un espèce de... Si tu regardes dans le cimetière des théories scientifiques, tu ne trouves que des théories qui étaient fausses. Et donc, en fait, la probabilité, de manière inductive, ou même de manière abductive, c'est-à-dire que la meilleure explication pour ça, c'est que, en fait, toutes nos théories scientifiques sont fausses. Le problème, c'est que le même problème se pose. C'est-à-dire que comme j'ai aucun moyen de savoir quel est le niveau d'adéquation avec la réalité de nos théories de manière générale, je ne peux pas juger. Il me manque ce point de vue divin complètement objectif qui serait capable de la même façon que nous, on pourrait venir faire un jugement des théories scientifiques des tribus amazoniennes qui n'ont pas vraiment développé de technologie. Ils vont nous expliquer ce que eux ils comprennent du réel et on pourra faire un jugement en disant bah non, ça c'est faux, ça c'est mal vu, et on pourra leur donner des arguments et montrer pourquoi ils se trompent, etc. Mais par contre, on ne peut pas faire ça vis-à-vis de nos propres théories les plus avancées. Seules les humains du futur pourront faire ce jugement. Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire ce jugement. Mais ça, c'est un type de raisonnement qui est permis par, je pense, une vision binaire des théories scientifiques et du fait qu'on les considère dans un champ qui est le vrai et le faux. Mais en fait, une théorie scientifique, c'est une approximation du réel où on pourrait faire l'analogie avec une carte et un territoire, où le réel est le territoire et la théorie scientifique, c'est la carte. Et en fait, quand on abandonne un modèle scientifique, c'est pas parce qu'il est faux, c'est parce qu'on a développé une nouvelle carte qui rend de manière plus fidèle compte du territoire. Donc en fait, Oui, quand on évacue, par exemple, quand on a évacué la théorie de Newton au profit de la relativité générale, c'est pas parce que la théorie de Newton était totalement fausse. C'est simplement parce qu'on a élaboré une théorie qui avait un meilleur pouvoir prédictif. Et du coup, qui était plus proche de la réalité que ne l'était la théorie précédente. oui, mais du coup, je suis pas sûr que ça aille dans ton sens, puisque d'utiliser cette analogie entre la carte et le territoire, parce que la carte est fausse. On est d'accord. Elle est bah, Je vois pas comment est-ce que tu peux essayer de redéfinir le terme. Enfin, si tu peux, c'est ce que fait Putnam quand il revient sur son texte de 75. C'est-à-dire que tu peux redéfinir ce qu'est le vrai pour expliquer qu'une carte peut être vraie.
Non. La la carte, elle est pas fausse, c'est une approximation du territoire, la carte. Mais on pourrait dire, c'est une mise à l'échelle, mais elle est pas fausse. Elle est fausse par rapport à quoi? Bah, c'est pas dans la mesure où elle n'est pas le territoire, elle peut pas être vraie. Parce que ça veut dire que les objets qui sont sur la carte ne sont pas des objets réels, puisque c'est des objets qui sont sur la carte, et pas sur le territoire. Bah, elle est vraie en proportion d'échelle. Mais c'est pas le même substrat, c'est pas le même format. Le territoire, c'est le territoire, la carte, c'est une représentation. Une miniaturisation, ouais. Dans la mesure où c'est une représentation, encore une fois, d'ailleurs, je me demande si je peux pas reformuler la position de Putnam de, 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 de 80 avec ton analogie de la carte. C'est-à-dire qu'on est d'accord qu'une carte, elle peut être représentée de, pratiquement de différentes façons et de manière infinie. C'est-à-dire que le pictogramme que je vais utiliser pour représenter un arbre ou une montagne ou un sommet, je peux avoir une infinité de pictogrammes différents. Et donc, je vais avoir une infinité de représentations différentes. Et pourtant, toutes ces représentations différentes vont avoir la même précision ou la même adéquation avec le territoire. Ouais. Ouais, mais ça, c'est en fait, oui, mais il y a pas de problème, je peux faire varier les signifiés tant qu'ils pointent vers le même signifiant, il y a pas de problème. Oui, mais du coup, le problème, Les c'est que, signifiants, pardon, j'ai inversé. qu'est-ce que qu'est-ce, la réalité, c'est le territoire. Et la carte, du coup, tu vois ce que je veux dire, on perd. C'est-à-dire que Mais cette correspondance que tu prétends qu'il y a entre la carte et le territoire, en fait, elle est valide modulo, je fais référence à une notion mathématique, je ne sais pas si tu la connais, modulo la représentation et les pictogrammes que j'utilise. Et là, les pictogrammes, dans cette analogie, prennent la place des objets. C'est pour ça que je te disais, Putnam, il pensait que les objets eux-mêmes qui sont stipulés dans les théories sont complètement arbitraires. Et de la même façon, les pictogrammes qui sont utilisés sur la carte sont complètement arbitraires. hem, c'est pas alors bon, c'est oui, la formalisation, la manière dont on représente les choses par écrit, c'est toujours arbitraire. Mais ce que je voudrais te dire, c'est que en fait, les théories scientifiques ne prétendent pas être le réel. Elles prétendent, établir un formalisme qui pointe vers le réel dans le but d'opérer des cas des prédictions. Et pour la carte, c'est exactement pareil. La carte ne prétend pas être le territoire, c'est simplement une formalisation du territoire pour essayer de, je sais pas, prédire des mouvements, ou des choses comme ça, donc Ok. c'est Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais du coup, en fait, dans le milieu académique, ce qui se passe, c'est que depuis au moins un siècle, et même, je dirais, depuis Kant, en fait, c'est que celui qui définit cette vérité comme correspondance à la réalité, en mmh fait, l'antiréaliste va dire, mais comment est-ce que tu expliques, qu'est-ce que c'est que cette correspondance? Comment ça fonctionne? Et c'est là que viennent tous les problèmes des réalistes. Et donc, en fait, par exemple, si tu parles d'une formalisation, je suis d'accord. Et par contre, il y a tout un tas de problèmes. Dans le milieu académique, c'est ce qui s'appelle idéalisation. Donc, si je prends un exemple, si je prends donc en terminale, enfin moi j'avais fait ça en terminale, en physique, tu vas faire le pendule. Donc c'est introduction aux, aux oscillations harmoniques. Ouais. Je sais pas si t'as fait ça en terminale, toi? En terminale L, non, pas tellement. Non, tu fais pas ça, ok. Bah, bref, donc, en fait, tu vas essayer de décrire le comportement du pendule par des équations, ok, pour faire simple. Ok. Et pour ce faire, en fait, tu vas faire plein tu vas présumer, tu vas faire plein de présupposés. Donc, dans un premier temps, par exemple, tu vas ignorer le frottement que le pendule a avec l'air. Mmh. Tu vas considérer que le fil qui tient le pendule n'a pas de poids, n'a pas de masse. Euh, et puis, aussi de manière très importante, dans ton équation, en fait, à un moment, tu as un cosinus ou un sinus, selon l'angle que tu prends, qui va apparaître. Et en fait, pour que tu n'aies pas de sinus qui apparaissent dans ton équation, en fait, tu vas prendre le développement Taylor de l'équation. C'est-à-dire que tu vas transformer ton sinus en une parabole. Okay, ou ton cosinus en une Mmh. parabole.
Et c'est plus Mhm. facile parce qu'en fait, du coup, ton équation, ça va être juste un polynôme. Tu vas avoir un polynôme, deuxième degré, et en fait, ça simplifie tous les calculs, et ça te permet d'obtenir un résultat qui est tout propre, où tu as les variables importantes, qui te permettent d'expliquer la proportionnalité entre la longueur du fil et la période d'oscillation, et tous ces trucs-là. Ok. Mais du coup, en fait, cette abstraction, cette formalisation du problème, on sait déjà qu'elle est fausse, puisqu'il y a tout un tas de présupposés qu'on sait déjà qu'ils sont faux. Quand tu arrives à la fac, tu vas faire réapparaître le frottement du pendule avec l'air. Et donc tu Oui, vas oui, avoir une oui. Bah, décroissance exponentielle c'est-à-dire de que ton tu oscillation. précises l'approximation, c'est juste ça. Mais c'est Oui, une oui. fois de plus, c'est pas faux, c'est une miniaturisation, une approximation, c'est Oui, mais regarde, ok, là où je veux, ce sur quoi je veux mettre, ce que je veux souligner, c'est que mmh, si tu veux spécifier ton approximation, c'est-à-dire que t'as un pendule donné et je sais pas, ou t'es un ingénieur, ok, tu travailles, tu essaies de faire un prototype et tu as mmh. un objet dans ton système donné et tu veux réussir à prédire son comportement ou à le décrire de manière précise. Ok. Donc tu vas commencer par prendre euh, l'abstraction la formalisation la plus générale de l'objet qui va être utile. Et en fait, ensuite, tu Et vas après tu chercher précises à et ouais. inclure de plus en plus de paramètres pour augmenter la précision de tes calculs vis-à-vis de cet objet-là. Le problème, c'est que le, le- la, la théorie que tu auras, une fois que tu auras fini ce travail de précision, ne sera, ne sera plus pertinente pour décrire les autres objets du même sorte, de la même sorte. Donc, ce que je veux souligner par là, c'est que plus tu abstrais, plus tu formalises, plus tu vas dans le sens de l'abstraction des choses, et moins tu vas être précis et capable de décrire le réel, en fait. Le réel dans sa globalité, mais tu deviendras plus précis dans ta capacité à décrire l'objet que ton modèle prétend décrire. Oui, mais c'est-à-dire que les théories scientifiques, les grandes théories scientifiques, la physique quantique, la relativité, etc., Mmh. on parle de physique en physique, on va dire, ces théories-là, l'une des raisons pour lesquelles elles sont si puissantes, c'est justement leur capacité à s'appliquer à travers différents cas de Une gamme figure. de problèmes bien déterminés et à pas aller au-delà. Bah, c'est-à-dire que, tu vois ce que je veux dire, c'est plus tu cherches à modéliser quelque chose de particulier, plus tu perds cette vertu épistémique qui est de pouvoir être compréhensif ou de pouvoir intégrer tout un tas de phénomènes différents sous ta théorie. Plus tu veux intégrer de théorèmes différents, plus ta théorie doit être Ah oui, d'accord. abstraite. Ouais, général, abstraite, oui, ouais, pas de problème. Ok, donc si je parle de Platon pour une seconde, Platon, Mmh. c'est très exactement ça qu'il existe et qu'il expliquait. C'est-à-dire que pour Platon, les particuliers, les objets tels qu'ils sont instanciés et ceux dont on fait l'expérience empirique, eux n'étaient pas réels. C'était des pâles copies, des ombres de quelque chose qui était plus réel, qui est l'universal, la catégorie Mmh. générale sous laquelle tombe le particulier. Et en fait, il avait cette idée que plus tu généralises, plus tu arrives à faire quelque chose de réel. Et ce qui est au sommet de toute la généralisation, c'est ce que Kant appelle l'ens realissimum, c'est-à-dire l'être le plus réel possible. L'être le plus réel, après, chez Platon, c'est le somme le souverain bien, etc. Bref, ok. Et les nominalistes, parce que ça c'est une position réaliste, les Mmh. nominalistes, eux, ils auraient la position inverse, qui est de dire, mais les seules choses qui existent dans la réalité, ce sont les particuliers, cette chaise-là en particulier. Par contre, l'idée, le concept qui vient, l'universal de la chaise, lui par contre, c'est quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui n'existe que dans notre esprit. Ouais, c'est une extrapolation, c'est une généralisation épistémique, mais évidemment que le concept de chaise n'a pas d'occurrence dans la réalité, ouais. Ok, et donc si tu prends une position plus nominaliste, la conclusion à laquelle tu arrives, c'est que, en fait, euh, voilà, c'est ça, c'est plus tu t'éloignes des particuliers pour abstraire les choses, plus tu t'éloignes de la Mmh. réalité. Et donc les théories scientifiques les plus générales, qui ont la plus grande possibilité d'être appliquées à un plus grand nombre de cas de figure, sont celles qui sont le moins proches de la réalité, en fait. Si on reprend Bah, l'exemple de la carte et du territoire, plus ta carte est abstraite, plus elle formalise les choses,
et moins elle correspond au territoire. Mais en fait, j'ai la la dimension générale d'un modèle scientifique, c'est assez particulier parce que j'ai l'impression que c'est une somme d'éléments ultra précis. Par exemple, si on regarde le modèle standard qui rend compte de pratiquement tous les phénomènes en physique quantique, donc qui est quand même un modèle assez général, ben en fait, on s'aperçoit qu'il est constitué par, des centaines de sous-modèles qui rendent compte de manière ultra précise dans petits groupes restreints de phénomènes. Donc en fait, l'abstraction en science, c'est pas une fuite en avant vers la généralisation, mais c'est une somme et un processus continu d'évolution de petits modèles précis qu'on ajoute par-dessus les uns les autres. Ce qui fait que là, on tombe pas tellement dans le travers que tu es en train de dénoncer. Je sais pas si tu as Alors, saisi? je saisis, le problème c'est que si tu dis ça, il y a un autre problème qui apparaît, c'est le fait que les théories sont inconsistantes. C'est-à-dire que si tu es un réaliste, c'est-à-dire que la théorie très précise que je vais utiliser pour décrire un cas de figure très précis de quantum tunneling ou un modèle en ingénierie, etc. Mmh. Par exemple, en ingénierie, je vais peut-être retomber sur la mécanique du point de newtonienne, parce que ce cadre propositionnel, ce cadre euh, théorique-là, est suffisamment puissant pour pouvoir avoir une description pertinente de l'objet. Mais du coup, on sait déjà que le cadre newtonien est faux. Tu vois ce que je veux dire? Je donne un autre exemple. Quand il s'agit d'étudier le trou noir va avoir tu vas avoir un certain point de vue, une certaine analyse du trou noir du point de vue de la relativité, et une autre analyse du trou noir du point de vue de la physique quantique. Et Ouais. donc, si tu es réaliste à propos de ces deux théories, ça veut dire que tu penses qu'il y a des inconsistances dans la nature. Pourquoi? Parce qu'elles rendent pas compte de la même manière du trou noir? Parce qu'elles se contredisent en fait. C'est-à-dire que tu suis la théorie jusqu'au bout et tu arrives à une conclusion, et tu suis dans la relativité, et tu suis la théorie en mécanique quantique jusqu'au bout, et tu arrives à une autre conclusion, et ces deux conclusions ne sont pas Après ça, consistantes. oui, mais ça, enfin, il y a pas de problème. On sait qu'à la fois la relativité générale est une approximation, que le modèle standard de la mécanique quantique est une autre approximation, et que ces 2 approximations ont du mal à être fusionnées, mais qu'un jour, sans doute, on y parviendra. Mais c'est pas tellement un problème pour les réalistes, hein, cette histoire-là. Bah, c'est pas tellement un Enfin, problème. moi, ça m'empêche pas de dormir la nuit, en tout cas. Bah, moi, je trouve que c'est un problème. Parce que si tu dis que tes théories décrivent la réalité, et qu'elles décrivent la Mais voilà, réalité, un même objet de manière différente, qui sont mais c'est inconsistantes, ce que je te disais tout à ça l'heure. t'amène au dialéthéisme. C'est parce que j'ai l'impression que tu poses les termes du problème avec des opérateurs binaires de vrai ou faux. Mais à partir du moment où tu considères les théories comme des approximations plus ou moins bonnes qui atteignent la vérité ou l'erreur par degré, là, tous les problèmes que tu es en train de soulever s'estompent finalement. Le problème, C'est c'est vrai que que si les seules catégories dans lesquelles peuvent se ranger une théorie scientifique, c'est le vrai ou le faux, alors là, c'est vrai, c'est toi qui as raison, c'est impossible d'être réaliste compte tenu du cadre théorique actuel. Mais quand tu commences à penser en termes de degrés et quand tu commences à comprendre que les théories sont des approximations, les problèmes que tu soulèves n'en sont plus, en fait. ok, mais le problème après, c'est la question de comment on définit la vérité. Parce que tu as certains réalistes qui sont arrivés à cette conclusion. Ils disent les théories scientifiques tendent asymptotiquement vers le vrai. Ouais. Et le problème, c'est que cette idée de tendre asymptotiquement, c'est quelque chose que tu trouves chez C.S. Pierce, qui explique que la vérité, c'est euh, les théories vraies sont les théories auxquelles nous arriverons à la fin de notre travail d'investigation dans un cadre épistémique idéal. Ok. Et Mhm. cette définition-là de la vérité, elle est considérée dans le monde philosophique comme pragmatique. C'est pas une définition réaliste, c'est du pragmatisme. Et c'est d'ailleurs Putnam, dans les années 80, il reprend cette, euh, cette définition-là de la vérité, quelque part, où il s'en rapproche. Et c'est pour ça que les gens le mettent dans la catégorie pragmatique. Ils le mettent aux côtés de Rorty, à son grand désespoir d'ailleurs. Mm, ouais. Mais après, on peut faire une jonction entre une épistémologie réaliste et une épistémologie pragmatique, en disant que c'est justement parce qu'une théorie fonctionne de manière pragmatique qu'on peut dire qu'elle a prise, même de manière minimale, avec le réel.
Ok, Donc en ok. fait, on peut penser en réalisme où c'est le pragmatisme qui vient justifier la connexion qu'entretient la théorie avec la réalité. Alors le problème, c'est que si on revient sur le no miracle, le no miracle, Hmm. c'est un raisonnement abductif qui dit quelle est la meilleure explication pour expliquer que nos théories scientifiques sont si pertinentes et puissantes. Bah là, du coup, dans le pragmatisme, c'est une, tu vois, tu peux donner cette explication-là. C'est-à-dire que on essaye de décrire le réel et elles sont bonnes parce qu'on essaie de décrire le réel. Ce qui ne veut pas dire qu'elles correspondent au réel ou qu'elles sont vraies. C'est-à-dire que la distinction est faite en philosophie, en fait. Bah, là, j'ai l'impression que tu reportes le problème, parce que dans ce cas-là, tu n'as toujours pas rendu compte de leur pouvoir prédictif. Non, mais le truc, c'est que des théories fausses, on a de nombreux exemples de théories fausses qui ont un pouvoir prédictif, tu vois. C'est-à-dire que Bah, c'est que si elles ont un pouvoir prédictif, c'est qu'elles n'étaient pas fausses. C'est D'accord, qu'elles ouais. contenaient même un tout petit peu une part de vérité. Et moi, je te citais l'exemple de théories qui étaient totalement fausses, comme l'astrologie, et qui n'avaient pas de pouvoir prédictif supérieur à l'aléatoire. Très bien, très bien. Bah, du coup, oui, là, on est réduit à une question de sémantique. C'est-à-dire que toi, dès qu'une théorie a un petit peu de pouvoir prédictif, tu vas commencer à déjà l'appeler vraie. Euh, alors que moi, il y a beaucoup Ça suffit pas, de ouais. théories scientifiques qui ont un pouvoir prédictif et que j'appellerais fausses parce que on a montré qu'elles étaient fausses, quoi. Comme la mécanique newtonienne, etc. Mais du coup, oui, je peux Ouais, comprendre que. mais même si on peut s'arrêter un peu sur la mécanique newtonienne, il y a quand même des énoncés dans la théorie de Newton qui sont vrais. Par exemple, quand Newton, dans sa théorie, inclut le fait que des corps s'attirent en raison inverse du carré de leur distance, ça, c'est quelque chose qui n'a pas été démenti. Donc, il n'y a pas que des erreurs dans la théorie de Newton, et c'est ce qui fait qu'elle a un pouvoir prédictif. Alors, c'est démenti ici, puisque dans ces équations à lui, cette interaction se fait C'est mal justifié, mais instantanément. Et puis surtout, en oui, oui. fait, la notion de masse chez Newton, elle est vraiment complètement fausse, en fait. Bah, C'est pas. donc, j'allais dire, Newton ne s'est pas trompé sur les observations. Il a bien vu que les corps s'attiraient en raison inverse du carré de leur distance, mais il s'est trompé sur sur le mécanisme explicatif, Non, en non, mais disant que c'est-à-dire c'était une que force instantanée, etc. Newton, de manière très connue, il dit hypothesis non fingo. Il essaie même pas d'expliquer d'où vient la gravité, ou ce que c'est, ontologiquement parlant, etc. Ça, ok. Bah, il dit c'est Dieu, en l'occurrence. Par contre, oui. Enfin, pas dans son pré-légomènon, là. Mais bref. Hmm. Euh, la masse, par contre, si, c'est la masse dans la mécanique newtonienne, c'est ce qui donne l'inertie. C'est cette chose qui résiste à Ouais. l'accélération, qui résiste le mouvement. Alors que dans la théorie de la relativité, non, on n'est plus du tout sur ça. La masse, c'est une Bien quantité sûr. d'énergie donnée, et c'est cette chose qui vient déformer l'espace-temps. C'est vraiment complètement différent. La masse en elle-même ne résiste pas le mouvement, c'est plus la déformation de Non. l'espace-temps qu'elle produit autour d'elle qui va Oui, oui, non. venir. Voilà, Y a pas, ok. je dis pas que le modèle de Newton est irréprochable, hein, on s'est bien compris. Et on Ouais, ok, pourra ok. peut-être aller après, si t'as un peu de temps, sur un argument qu'on a déjà discuté ensemble. Je crois même que c'était notre première discussion sur la dimension, on pourrait dire, évolutionniste du réalisme. Le fait que ce serait très bizarre que dans notre parcours évolutif, on soit passé à côté de la capacité à prédire le réel. Oui. Et, et comment est-ce qu'à toi, tu réponds à ça en tant qu'antiréaliste? Oui, bah en fait, encore une fois, je pointe vers Putnam dans les années 80, c'est-à-dire que pour moi, et d'ailleurs, en fait, c'est un peu la discussion que j'avais eue avec professeur Dunk sur l'objectivité et la subjectivité, c'est que Hmm. j'ai pas de raison de penser que le monde est découpé. C'est-à-dire que pour moi, c'est nous qui découpons le monde, et donc Ouais. les entités sont. C'est à ça que je faisais référence quand je dis quand Putnam dit que les entités sont complètement arbitraires. C'est ça, c'est-à-dire que pourquoi parce que là on pourrait rentrer. Là, c'est vraiment le réalisme des entités. J'ai plein d'arguments sur lesquels on pourrait rentrer si tu veux. Mais pourquoi est-ce qu'on décide de dire que un stylo à bille, okay, il a une bille? Pourquoi est-ce qu'on dit que la bille appartient au stylo ou quand on parle du stylo, on prend le stylo plus la bille? C'est complètement arbitraire. Parce que c'est quoi? C'est parce qu'ils sont en contact.
Ok, mais quand je pose un verre sur une table, le verre est en contact avec la table. Et pourtant, je dis pas que le verre Oui, appartient à la table. Ok, il y a plein d'arguments comme ça, ou l'un des arguments que je oui, mais ça préfère. c'est une critique de la taxinomie à laquelle j'adhère totalement, il n'y a pas de problème. Ok, bah, du coup, en fait, pour moi, c'est déjà de l'antiréalisme. C'est-à-dire que les catégories elles-mêmes, le découpage, en cela qu'il est arbitraire et qu'il résulte d'un moteur, d'un but ou d'une finalité, d'un télos qui vient des agents euh, qui essaient de produire de la connaissance, qui vient de l'observateur, bah c'est Mhm. déjà un argument antiréaliste. Mais qu'on pourrait nuancer en disant que si le découpage taxinomique qu'on fait sur la réalité nous permet de faire des prédictions, c'est peut-être que la réalité n'est pas à saisir comme un pur continuum comme tu es en train de le faire, mais que peut-être il y a des séparations qui sont certes pas radicales, mais qui existent et qu'on peut prendre en compte pour modéliser le réel. Par exemple, quand on dit ce qui caractérise la différence entre deux espèces, c'est que les individus ne sont pas interféconds entre eux. Bon, bah, ça, c'est quelque chose d'arbitraire, mais c'est ce qui fait que c'est parce que c'est pas totalement arbitraire que ça nous permet de faire des prédictions. Comment est-ce que ça peut être autre chose que arbitraire? Comment est-ce que ça peut être pas totalement arbitraire? Si la Bah, réalité parce que elle-même, si le monde lui-même n'est pas découpé, toute tentative de découpage du monde n'est rien d'autre qu'arbitraire. Après, tu peux mesurer oui, l'efficacité d'un découpage par rapport à un autre. Par exemple, si tu découpes le monde, alors je mmh, ne sais pas si tu veux rentrer, parce que souvent quand on parlait de réalisme, on finissait par parler de la question du genre et du sexe. Mais ouais. si je découpe le monde et que j'utilise la catégorie femme et homme de sorte que ça me permette de faire la prédiction que de mettre des femmes dans des prisons d'hommes ne me fera pas obtenir, ou des hommes dans des prisons de femmes ne me fera pas obtenir des prisonniers Ouais. enceintes, bah, ça veut dire que mon découpage, dans la mesure où j'essaie de prédire le fait d'avoir des prisonniers enceintes, mon découpage n'est pas pertinent ou n'est pas efficace. Okay. Mais ça, pour moi, ça ne pointe pas spécialement vers un réalisme. C'est une notion complètement pragmatique. C'est arbitrairement, j'ai choisi que ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les prisonniers sont enceintes. Et arbitrairement, je choisis comment découper hommes et femmes. Mais Après, non, oui. Tu as raison, fondamentalement, c'est arbitraire, mais là où ça peut paraître bizarre, c'est que toutes les démarches ne sont pas équivalentes dans leur taux d'arbitraire. Tu vois, par ok. exemple, si je dis, il me semble que si je définis les différences entre les sexes par l'anisogamie, c'est-à-dire le fait d'avoir des gamètes ou de ne pas en avoir, c'est un peu moins arbitraire que de définir les différences entre les sexes sur je sais pas, la longueur du petit doigt ou que sais-je, quoi. En critère un peu délirant, hein. Mais selon quels critères tu compares ces deux catégorisations? Bah, sur leur capacité à rendre compte de ce qu'est un homme ou une femme et de ce qu'on appelle après oui, c'est toujours arbitraire, donc ta question elle a du sens, mais parce que c'est vrai qu'il y a pas d'absolu de l'homme et de la femme auquel je pourrais comparer toutes les démarches arbitraires pour voir laquelle est le plus ou la moins arbitraire du coup, mais Alors, allez, donc, tu sais quoi? Je te fais une Mathieu Lavagna, c'est du bon sens et c'est quoi qui me sortait? C'est un axiome de la c'est comme rationalité un même. plus 100 fond de Euh, ok, donc il y a deux choses. Premièrement, la position réaliste. Donc ça, c'est ce que j'ai vu dans l'article de Sandford, par exemple. Non, d'ailleurs, c'est l'article de l'encyclopédie Internet. mmh, Euh, c'est Cartwright, je crois, c'est une philosophe qui traite de ça, qui a vraiment résonné avec moi, qui est de dire, mais euh, c'est l'idée du God's Eye View, la vision divine. C'est-à-dire que quand la révolution scientifique qui se fait à partir du XVIIe, on va dire, XVIIe siècle, elle se fait à partir de penseurs, je pense par exemple à Galilée, à Kepler et à d'autres, mais je pense aussi mmh. très, très fortement à Francis Bacon. Francis Bacon qui fait partie de l'Académie royale des sciences, etc., et qui vient prendre une position très controversée, où il propose dans sa position qui est importante d'un point de vue des curriculums qui se font dans l'Académie royale, il propose de faire la distinction entre la théologie et les sciences naturelles. Tu te rends compte quel sacrilège de parler de Basé, la basé. nature sans parler de Dieu, quoi. Okay, donc il propose de faire cette distinction-là. Okay, et donc il commence un mouvement, alors après
sans rentrer dans les détails, c'est c'est là que commence la révolution scientifique, c'est-à-dire quand les penseurs commencent à se sortir du carcan dogmatique chrétien pour proposer d'autres catégories et ne pas faire intervenir Dieu, pas faire intervenir les anges, les miracles et les trucs comme ça. Et Mhm. en fait, à travers. Donc, c'est aussi le début de ce qu'on appelle la période moderne, en fait. C'est celle qui est reniée par les postmodernes. Bref. Donc, cette- à travers cette période moderne, pour moi, effectivement, ils se sortent du carcan dogmatique, mais il y a une chose qu'ils gardent et qui vient pour moi de ce carcan chrétien, c'est Ouais. justement cette prétention à l'objectivité. Justement cette prétention de décrire le monde tel qu'il est, indépendamment des observateurs. Et pour moi, cette prétention-là, tu peux l'avoir si tu es un théiste, en particulier si tu considères que Dieu a révélé le monde tel qu'il est à toi, et que donc tu crois que tu as accès objectivement, puisque tu as accès à cette révélation du Créateur lui-même. Mais en dehors du théisme, si tu as une forme de platonisme, mais le problème c'est que le platonisme, il faut que Non. tu le Enfin, je dis pas que tu te trompes, mais c'est pas les deux seules alternatives. C'est pas soit si je veux être réaliste, je suis théiste ou je suis athée platonicien. Parce que je peux aussi considérer que notre cerveau, par l'évolution qu'il a subi, est aussi une machine qui a la capacité d'appréhender le réel tel qu'il est. Oui, mais à ce moment-là, tu fais face à d'autres arguments qui sont qu'est-ce que te dit la science sur qu'est-ce qui fait qu'une chaise est une chaise. C'est-à-dire que tous les objets des théories scientifiques et les théories elles-mêmes sont instanciés dans ton cerveau, sont des constructions mentales. Et donc, en fait, tu te retrouves à avoir, encore une fois, c'est la conclusion à laquelle arrivait déjà John Locke, empiriste, qui disait, mais en fait, ma compréhension du monde est peuplée d'idées. C'est la théorie des idées de Locke, quoi. Donc, tous les objets auxquels je fais référence sont des objets mentaux, et pourtant, j'ai la prétention qu'ils pointent vers des objets qui ne sont pas mentaux. Et c'est très Mais parce que difficile. précisément, ce qui produit nos objets mentaux, c'est le monde extérieur, donc des objets qui sont pas mentaux. Sauf que le monde extérieur n'a pas forcément d'objets, il n'est pas forcément découpé. On peut imaginer que je peux créer des machines, des petits robots, auxquels je donne un système cognitif, et ces petits robots, en faisant l'observation du monde, vont le catégoriser, vont le découper, suivant leur envie d'arriver à un certain objectif qu'ils ont, soit que je leur ai encodé, soit qu'ils ont évolué, ou quelque chose comme ça. Et donc, le, encore une fois, le monde n'a pas besoin d'être découpé. Le découpage que ces petits robots vont faire du monde sera complètement arbitraire, ou en tout cas, il sera déterminé par leur but, leur télos, la finalité qu'ils ont en eux. Et du coup, la correspondance avec. C'est vraiment là où Mais non, parce qu'il y a, l'antiréalisme prend place en fait, dans ma vision du monde. il n'y a pas non plus sur le plan des propriétés entre les objets, d'homogénéité parfaite. Dans la mesure où il y a des objets qui sont une sorte de singularité sur le plan de leurs propriétés, il y a lieu de faire des découpages dans le monde. Tous les objets n'ont pas les mêmes propriétés, ils n'ont pas la même topologie, ils n'occupent pas les mêmes points dans l'espace. Donc, à partir de là, ça justifie le fait de faire des séparations. Oui, mais là, tu présupposes que le monde est une multiplicité. Moi, j'ai Ou- pas, Est-ce que c'est c'est l'une vraiment... des conclusions à laquelle arrive Kant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de raison de penser que le monde est multiple. Bah, enfin, c'est multiple, ça dépend en quel sens. Moi, je suis moniste, donc je considère qu'en dernière instance, le monde n'est pas tant multiple que ça. Mais disons que tous les objets n'ont pas les mêmes propriétés géométriques, ils n'ont pas la même masse, ils obéissent pas nécessairement aux mêmes lois physiques, donc à partir de là, il y a lieu peut-être de les séparer. Tu penses pas? Le truc, c'est que les propriétés géométriques, pour moi, ce sont des concepts. La masse, c'est un concept. Donc, toutes les choses auxquelles tu fais référence sont des créations de l'esprit. Donc, tu vois ce que je veux dire. Et, Ok. Une est-ce autre. que, alors je me permets juste d'ouvrir une parenthèse, parce que moi je trouve ça intéressant et un peu amusant. Si une espèce extraterrestre venait, qu'elle avait Voilà. un cerveau qui est construit, voilà, qui est construit de manière très différente d'une autre, et qu'elle aurait à peu près la même physique et qu'elle opérerait les mêmes séparations dans le monde que nous, est-ce que ça ferait évoluer ta position? Alors, justement, c'est très exactement là où je voulais en venir. Et d'ailleurs, Ben je te voilà, ça. propose qu'on puisse finir sur ce thème-là, parce que ça fait déjà plus d'une heure. Euh, Ouais. donc, je sais plus c'est en quelle année, ils ont envoyé les sondes voyageurs. Et ces Ouais. voyageurs Un et 2, deux, je sais ou je plus sais plus, quel. ouais. Il y a l'une des sondes Avec les voyageurs. plaques, là, de la sonde Exact, pionnière, ouais. exact. Donc en particulier, c'est un disque en fait, c'est un disque
comme un vinyle, sauf que c'est je crois du cuivre Oui, oui. avec du Non, mais ça, c'est dedans. ridicule. Ah ok, donc ça tu trouves ça ridicule. Oui, bah, on aurait envoyé des CD des Rolling Stones. Je suis pas sûr que... Mais non seulement on leur envoie un CD des Rolling Stones sans leur envoyer l'outil qui nous permettrait de lire le CD. Remarque si, ils ont le stylet, non, je vais trop vite. D'accord. Au moins Mais ça. en plus, ils ont envoyé sur la plaque, sur l'extérieur de cette petite boîte, ils ont un descriptif de comment Nous interpréter, retrouver, ouais. ouais, comment retrouver les débuts d'une piste. Parce que, en fait, encodé sur le disque, tu as aussi des images. Et donc, t'as un balayage vertical de l'image et c'est du binaire, quoi. Et donc, il Ouais, faut qu'il fasse comprendre quand est-ce qu'est le début de l'image et quand est-ce qu'est la fin. Ou, enfin, surtout à chaque fois que tu as le début de l'image, tu as un code spécifique et donc ils mettent le code qu'ils représentent avec une fonction, etc. Ok, quelque part, en fait, c'est exactement dans le truc, c'est que l'alien, si, si, s'il n'a pas du tout la même histoire évolutive que nous, et qu'il n'a pas du tout la même finalité en lui que nous, parce qu'il ne consomme pas les mêmes aliments et que sa survie n'est pas conditionnée par les mêmes pressions de sélection, euh, alors il y a de grandes chances que, par exemple, parce que le truc qui est écrit sur cette boîte de la sonde voyageur, c'est un contraste en fait. C'est-à-dire que c'est une inscription. C'est-à-dire que tu as un endroit où tu as une surface plane, et puis tu as, un petit décochement dans la c'est des surface gravures, plane ouais. qui fait apparaître un contraste qui permet de faire apparaître les symboles et la symbolique qu'il y a Mhm. pour les explications, quoi. Mais si ça se trouve, l'alien, il n'a même pas la capacité de reconnaître cette distinction de la surface. Peut-être parce qu'il est trop petit, ou peut-être parce qu'il est trop grand, ou peut-être qu'il n'a pas la bonne. Ses organes sensoriels ne sont pas calibrés sur la. Tu vois ce que je veux dire? Il n'a pas du tout la même intelligence. Le monde n'est pas intelligible dans la même dimension et dans la même mesure que nous. Donc, ok. Mais pour répondre à ta question, oui, si effectivement un alien qui vient de l'autre bout de l'univers parle d'électrons et de protons, je pense que Mhm. c'est un argument vraiment, vraiment très, très, très fort pour le réalisme. Ouais. Bon, bah, il n'y a plus qu'à attendre que les aliens à qui on a envoyé Pioneer nous renvoient en disque de l'équivalent chez eux des Rolling Stones. Et du coup, en fait, l'inverse Mais ok, serait un ok. argument pour les antiréalistes. C'est-à-dire que si un jour on se rend compte qu'il y a une espèce alien et qu'on se retrouve complètement dans l'incapacité totale de ne serait-ce que communiquer avec eux, Ouais, ouais, ouais. bah, ça serait un argument pour Ce serait l'antiréalisme. très problématique, ouais. Ouais, ouais. Enfin, problématique, non, mais ce serait. Ok, et ben, je te propose d'arrêter là. Ok. Eh ben, très bien, très bien, très bien. Merci, merci, et au plaisir d'une conversation prochaine. Bah ouais, c'était sympa. Ok, j'arrête l'enregistrement.